Alors chaque jour, nous sommes confrontés à des perturbateurs endocriniens. Et cette exposition, elle commence bien avant la naissance. Comment cela influe-t-il sur le développement cérébral? Quel est l'impact potentiel sur la puberté et sur la reproduction? Monsieur le Président, c'est cette recherche que nous allons maintenant découvrir. Docteur Anne-Simone Parent est docteur en sciences biomédicales de l'Université de Liège, docteur en médecine également. Après un séjour postdoctoral de 3 ans au sein du laboratoire du professeur Oyeda à l'Oregon State and Science University, elle a étudié les déterminants moléculaires du contrôle de la puberté. Elle est revenue en Belgique à l'Université de Liège en tant que chercheuse qualifiée du FNRS. Elle est chargée de cours actuellement et investigatrice principale au GIGA Neurosciences à l'Université de Liège. En tant que pédiatre endocrinologue, son travail vise à établir un lien entre la pratique clinique et la recherche en laboratoire. Son groupe de recherche a développé des modèles visant à étudier les effets des perturbateurs endocriniens sur le développement du système nerveux central. Elle a publié 60 articles dans des revues avec des comités de lecture, dans des revues comme Nature Reviews Endocrinology ou Nature Neuroscience, et elle est la coéditrice de 2 ouvrages. Son groupe de recherche est financé par la communauté européenne, par les fonds universitaires créés le FNRS. Elle est présidente de la Endocrine Society of EU Task Force, dont le but est d'améliorer la législation concernant les perturbateurs endocriniens en Europe et aux États-Unis. Et elle participe activement à l'information du public concernant les risques pour la santé que représentent les perturbateurs endocriniens. Vous avez maintenant, nous sommes très reconnaissants de votre présence et on est impatients d'entendre votre lecture. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier l'Académie de l'honneur qui m'est fait de vous parler aujourd'hui des effets des perturbateurs endocriniens sur le développement cérébral. Je vais montrer la présentation, pareil. Donc notre société fait face à un problème de santé publique croissant qui est représenté par l'exposition aux substances chimiques et en particulier les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, selon l'Organisation mondiale de la santé, sont des substances exogènes ou de mélanges de substances qui altèrent une ou des fonctions du système endocrinien et par conséquent causent des effets négatifs dans un organisme intact. L'Union européenne actuellement n'est pas capable de s'accorder sur la définition d'un perturbateur endocrinien et en particulier la nécessité de prouver le mécanisme endocrinien et de prouver la négativité des effets rend très difficile leurs études. On sait en effet que l'exposition chez l'humain aux perturbateurs endocriniens est associée à une diminution du quotient intellectuel, à un risque augmenté d'obésité, de diabète de type 2 ou encore de cancer du sein, de malformation génitale ou de diminution de la fertilité. Chez l'humain, évidemment, l'établissement d'une relation causale est extrêmement difficile. Un groupe d'experts internationaux a établi que le coût pour la santé publique des perturbateurs endocriniens dans l'Union européenne est de 157 milliards d'euros par an, c'est 3 fois plus aux États-Unis. Et vous voyez que les pathologies neurodéveloppementales mènent le jeu, les coupables étant essentiellement les pesticides et les composés plastiques. À noter qu'ici, le risque augmenté de cancer du sein, de la prostate ou la diminution de la fertilité féminine n'ont pas été comptés dans cette évaluation. Alors nous savons que nous sommes exposés à plusieurs dizaines de substances tous les jours, de perturbateurs endocriniens. Certains sont considérés comme étant non persistants. C'est le cas des composés plastiques, le bisphénol A, les phtalates, les parabènes dans les cosmétiques. Et puis les composés persistants qui sont extrêmement lipophiles, qui s'accumulent dans notre tissu adipeux, qui passent également dans le lait maternel. Ce sont les PCB ou encore les retardateurs de flamme qui ont des durées de vie dans l'organisme de plusieurs dizaines d'années. 2 périodes critiques, bien sûr, à nouveau, la période fœtale et les premières années de vie. Ce qui paraît évidemment logique, puisqu'on connaît la grande dépendance de l'organisme, notamment aux hormones thyroïdiennes et aux stéroïdes sexuels pour leur développement. Et alors que les gonades et le sein étaient classiquement considérés comme étant les cibles principales des perturbateurs endocriniens, on s'est aperçu plus récemment qu'évidemment, le cerveau y était extrêmement sensible également, à nouveau,
ça paraît logique vu l'importance des hormones thyroïdiennes et des stéroïdes sexuels lors du développement du cerveau. Et je voudrais ici vous illustrer ces effets des perturbateurs endocriniens sur le cerveau à l'aide de 2 projets réalisés au sein de notre équipe. Le premier concerne les PCB, qui étaient ces substances interdites maintenant, utilisées comme isolants par l'industrie. Mais comme je l'ai dit, leur demi-vie est extrêmement longue, nous y sommes tous toujours exposés. Ce que vous voyez ici sur la gauche de l'image, c'est la corrélation négative entre l'exposition au PCB, marquée ici par les taux de PCB dans le sang de cordon, donc exposition prénatale, et la corrélation négative donc avec le QI chez les enfants à l'âge de 9 ans. Ce sont des études qui ont été reproduites dans plusieurs pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et vous voyez ici, entre les moins exposés, les plus exposés, une différence de 8 points de QI, ce qui représente à l'échelle mondiale plusieurs millions d'enfants qui vont être définis comme ayant un retard neurodéveloppemental suite à l'exposition uniquement à ces PCB. C'est un phénomène qu'on peut tout à fait reproduire chez le rongeur. L'exposition pendant la gestation et la lactation à un mélange de PCB entraîne une augmentation du nombre d'erreurs lors de l'apprentissage au sein d'un labyrinthe, ce qui suggère de nouveau un lien entre ces perturbateurs qui sont en fait des perturbateurs de la fonction thyroïdienne et les capacités d'apprentissage. Au sein du laboratoire et en collaboration avec Gary Westbrook à Portland, nous avons décidé d'étudier la neurogenèse des cellules granulaires au niveau de l'hippocampe dans le gyrus dentelé. La nouvelle formation de ces neurones supporte en fait les phénomènes de mémorisation. La prolifération de ces neurones est maximale lors des 3 premières semaines de vie chez le rongeur. Ce sont des neurones qui vont se différencier progressivement et recevoir des innervations GABAergiques d'abord et puis glutamatergiques ensuite. La différenciation de ces neurones est hautement dépendante des hormones thyroïdiennes. À l'aide d'un rétrovirus exprimant la protéine fluorescente verte, nous sommes capables de marquer ces nouveaux neurones lorsqu'ils se divisent et d'ensuite étudier leur activité électrique. Ce qu'on voit ici en blanc, c'est l'augmentation physiologique normale du nombre de courants excitateurs spontanés dans un nouveau neurone qui s'est formé au niveau du gyrus dentelé. Et on voit que l'exposition pendant la gestation et la lactation à ce mélange de PCB dont on a parlé lors de la diapositive précédente entraîne un blocage complet de l'augmentation spontanée de cette activité électrique. Nous étudions également un autre modèle ici de souris transgénique où les neurones nouvellement formés vont exprimer la protéine verte pendant 2 semaines. Nous sommes donc capables d'isoler une population extrêmement spécifique de nouveaux neurones, à nouveau dans le gyrus dentelé. Et nous avons montré que l'exposition gestationnelle et lactationnelle à ce mélange de PCB entraînait une augmentation de la transcription pour les protéines du stress oxydatif. Par immunohistologie, nous pouvons aussi montrer une augmentation de la peroxydation des lipides, qui est un marqueur du stress oxydatif, très spécifiquement au niveau des nouveaux neurones du gyrus dentelé. Donc il apparaît que ces nouveaux neurones sont extrêmement sensibles aux perturbateurs de la fonction thyroïdienne et pourraient peut-être expliquer les troubles de l'apprentissage que l'on observe chez l'animal et chez l'humain. Deuxième modèle que nous étudions, c'est celui des effets des perturbateurs endocriniens sur le contrôle hypothalamique de la puberté. La puberté résulte de la réactivation du réseau GNRH et on sait que ce réseau de neurones est sous le contrôle d'un flux essentiellement inhibiteur avant la puberté. On peut concevoir ce système comme un système yin-yang avec le GABA, le MKRN3, donc Claudine Henrich vous parlera plus tard dans la matinée. Et on voit cette espèce de switch vers une activation et une augmentation des influx stimulants au niveau des neurones à GNRH au moment de la puberté. Le phénomène initiateur reste encore un mystère, mais on sait que les facteurs stimulants tels que la kispeptine ou le glutamate jouent un rôle crucial dans l'activation des neurones à GNRH au moment de la puberté. Et vous voyez ici sur la droite l'accélération typique de cette sécrétion de GNRH qui survient juste avant la puberté chez le rongeur. Ici, nous sommes devant un modèle d'incubation d'explant hypothalamique de rat. Les travaux de notre collaborateur Alejandro Lominici ont en fait montré que cette activation des neurones à GNRH dépend de mécanismes épigénétiques. Vous voyez ici de nouveau représenté l'accélération de la sécrétion de GNRH. Et au niveau du noyau arqué, on peut observer au niveau des gènes responsables d'une inhibition de la sécrétion de GNRH, une diminution des marques histones activatrices
et une augmentation des marques histone inhibitrices. En miroir, à l'inverse, au niveau des gènes activateurs, tels que le gène qui code pour la kispeptine, qui est ce gène clé dans l'activation du système au moment de la puberté, on observe une diminution de l'expression des marques histone inhibitrices et une augmentation des marques activatrices. Nous sommes donc posé la question, est-ce que ces mécanismes génétiques pourraient expliquer les effets des perturbateurs endocriniens sur le contrôle de la puberté? Puisqu'en effet, si on revient à des données épidémiologiques, vous voyez ici une tendance séculaire qui est maintenant considérée comme classique, avec la diminution de l'âge au moment de l'installation du développement mammaire, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou encore en Asie. Lorsqu'on prend les données belges collectées par Mathieu Roelens, nous avons en fait observé ici la probabilité en fonction de l'âge de présenter un développement mammaire et puis la probabilité de présenter sa ménarche. Donc finalement, on regarde le début et la fin de la puberté. Et que voit-on? On voit une distorsion de la distribution de la population vers la précocité, en effet, à nouveau, lorsqu'on regarde le début de la puberté. Par contre, lorsqu'on regarde la ménarche, on voit en fait une distorsion de cette distribution de la population vers la tardivité. Donc un phénomène qui peut être plus complexe qu'une simple accélération ou avancée de l'âge de la puberté. Ces phénomènes sont trop rapides que pour être expliqués par des phénomènes génétiques, bien sûr, des mécanismes génétiques, et donc s'est proposé l'hypothèse d'un effet des perturbateurs endocriniens. Ici au laboratoire, nous avons d'abord étudié chez le rat femelle l'exposition au bisphénol A, ce composé plastique, à activité essentiellement œstrogénique, pendant 15 jours de vie, les 15 premiers jours de vie. 2 doses très différentes, une dose faible de 25 nanogrammes par kilo et par jour, qui représente l'exposition humaine, et une dose de 5 mg par kilo et par jour, nettement plus élevée bien sûr, mais qui est considérée comme une dose qui n'induit pas d'effet chez l'animal, selon les agences de régulation de l'environnement. On regarde ici l'âge d'ouverture vaginale qui correspondrait au développement mammaire chez le rat femelle. Avec la dose élevée, comme attendu, on constate une avancée de l'ouverture vaginale, une avancée pubertaire qui est cohérente avec une accélération de la maturation de la sécrétion de GnRH qu'on voit ici en bas, juste avant la puberté. Par contre, avec la dose faible, on observe un retard pubertaire cohérent à nouveau avec un effet central hypothalamique et un ralentissement de la sécrétion de GnRH. Nous avons pu identifier l'augmentation du tonus GABAergique comme étant un des facteurs favorisant et expliquant cet effet. Et puis plus récemment, nous avons collaboré avec Vincent Prévost de l'Université de Lille, qui avait montré de façon très originale que le neurone GnRH était en fait capable de recruter des cellules progénitrices au niveau de l'hypothalamus, que vous voyez ici marqué par BRDU, et de créer un environnement astrocytaire nécessaire à l'activation de ces neurones au moment de la puberté. Et ce que nous avons montré, c'était que l'exposition au bisphénol A, aux mêmes doses que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la dose faible de 25 nanogrammes par kilo et par jour, empêchait le neurone GnRH de recruter ces astrocytes et de créer ce micro-environnement astrocytaire. Donc on peut émettre l'hypothèse qu'un nouveau mécanisme d'action de ces perturbateurs endocriniens serait un effet sur la capacité à recruter des cellules progénitrices durant le développement. Mais nous ne sommes pas exposés, bien sûr, à une substance isolée. Nous sommes exposés à plusieurs dizaines de substances tous les jours. On considère qu'un nouveau-né a vu déjà une centaine de perturbateurs endocriniens qui viennent de l'environnement intérieur, des produits de nettoyage, de l'alimentation, bien sûr, ou encore des cosmétiques. Et donc nous avons proposé d'étudier un mélange de perturbateurs endocriniens, 13 d'entre eux, dont l'action in vivo était connue comme étant œstrogénique ou anti-androgénique. Et pour chacun d'entre eux, nous avions accès aux expositions, au taux d'exposition chez l'humain, notre mélange étant structuré pour représenter une exposition humaine. Les rats femelles ont été exposés durant 2 semaines avant la gestation, durant toute la gestation et la lactation. Et nous sommes intéressés, pour étudier les effets transgénérationnels, aux 4 générations, F1, exposé in utero, F2, exposé en tant que cellule germinale, et puis F3 et F4, qui n'avaient jamais vu ce mélange de composés. Ce qu'on observe, c'est une absence d'effet au niveau de la première génération lorsqu'on regarde l'ouverture vaginale. Par contre, retard de puberté dans la génération F2, F3 et F4, avec à nouveau un ralentissement de la sécrétion de GnRH, donc un effet qui est cohérent avec un mécanisme central. Lorsqu'on va plus loin et qu'on regarde ces animaux à l'âge adulte, vous voyez ici la génération F3, une très nette diminution du nombre de cycles réguliers
seuls 50% des femelles ont maintenant des cycles ovulatoires réguliers, avec une augmentation au niveau folliculaire du nombre de follicules atrétiques, apparition de kystes et diminution de follicules en trop, donc une anomalie de l'ovulation qui survient à l'âge adulte. Nous avons donc voulu identifier des cibles hypothalamiques à l'aide de RNA sequencing et validation par real-time PCR. Et ce que nous avons observé, c'est en fait une diminution de l'expression de gènes clés impliqués dans le réveil des neurones AGNRH au moment de la puberté, et ceci tout au cours du développement, au 6e jour de vie, juste avant la puberté AP21, et à l'âge adulte, KIS1 qui code pour la kispeptine, le récepteur aux œstrogènes et également l'ocytocine. Et tout ceci était cohérent avec les mécanismes épigénétiques qu'on retrouvait, une augmentation des marques inhibitrices au niveau du promoteur de la kispeptine, une diminution des marques activatrices au niveau du promoteur de kispeptine, du récepteur aux œstrogènes et de l'ocytocine. De façon peut-être encore plus surprenante, nous avons également noté qu'en fait, ces femelles exposées in utero présentaient des altérations du comportement maternel. Elles passaient moins de temps à lécher leurs petits, ce qui est fondamental pour le développement neurologique des rongeurs, et passaient plus de temps seules, loin du nid. Et en fait, ces comportements maternels sont également sous le contrôle de l'hypothalamus. Nous sommes donc retournés à nos données transcriptionnelles et au niveau de la première génération, nous observions en effet une diminution de l'expression de la tyrosine hydroxylase et d'autres enzymes telles que DARP32 qui sont des marqueurs de l'activité dopaminergique. Et au niveau immunohistologique, nous observions une très nette diminution du nombre de neurones dopaminergiques après exposition in utero au mélange de perturbateurs endocriniens. Nous avons donc une perturbation de l'établissement des circuits dopaminergiques au sein de l'hypothalamus. À nouveau, au niveau épigénétique, nous observions une augmentation des marques histones inhibitrices au niveau du promoteur de la tyrosine hydroxylase. Donc nous avions des altérations du comportement maternel observées dès la première génération jusqu'à la troisième, et puis des altérations du comportement, ou plutôt de l'installation pubertaire et de l'ovulation, de la deuxième jusqu'à la quatrième génération. Et on sait que chez le rongeur, le comportement maternel va en fait affecter le timing pubertaire des petits. Notre hypothèse était donc de dire que peut-être que ces altérations du comportement maternel expliquaient les anomalies pubertaires que l'on observait. On a donc réalisé des expériences d'adoption croisée, où des mères exposées in utero aux perturbateurs adoptaient des petits qui n'avaient jamais été exposés ancestralement et inversement. Et ce qu'on observe, c'est en fait que les petits qui ont été exposés ancestralement présentent toujours ces anomalies de la puberté. Donc elles ne s'expliquaient pas par un comportement maternel anormal, elles n'étaient pas corrigées par un comportement maternel normal. Et c'était tout à fait cohérent. Ces petits adoptés par des mères non exposées présentaient de nouveau des diminutions d'expression des gènes clés et les mêmes altérations épigénétiques que nous avions retrouvées à l'origine. Donc on pouvait mettre en évidence ici une transmission germinale de cette perturbation pubertaire. Par contre, de façon tout à fait étonnante, le fait d'avoir été adopté par une mère non exposée corrigeait le comportement maternel ultérieur et corrigeait en fait l'établissement du circuit dopaminergique. Donc nous nous trouvions face à deux modes de transmission différents, ces effets des perturbateurs endocriniens, des altérations du comportement maternel qui s'expliquaient par des anomalies des circuits dopaminergiques hypothalamiques. La transmission se faisait par l'apprentissage. Et puis un retard pubertaire et des anomalies de l'ovulation qui s'expliquaient par une reprogrammation épigénétique de l'hypothalamus. Et ici, la transmission se faisait par les cellules germinales. Et que peut-on conclure de ces effets de la puberté chez le rongeur pour la reproduction humaine ? D'une part, comme on l'a vu sur base d'études épidémiologiques, la tendance séculaire concernant la puberté est probablement plus complexe qu'une tendance vers la précocité. Et d'autre part, on peut se poser la question, est-ce que les altérations de la puberté ne sont pas un marqueur d'une subfertilité ultérieure ? Bien sûr, nos animaux ne sont exposés que durant une période courte de vie. Qu'en est-il lorsqu'on est exposé toute sa vie et quand les générations, les unes après les autres, sont également exposées ? Et puis on peut se poser la question d'une mésadaptation à l'environnement. On sait, selon l'hypothèse de Barker, que l'exposition à une restriction alimentaire va prédisposer à un phénomène d'épargne. Et l'exposé précédent était une illustration superbe de tous ces phénomènes, finalement. Et on peut se dire que, suite à la production de nouvelles substances, au retrait de certains, on va finalement peut-être se retrouver aussi face à une mésadaptation à un environnement qui est constamment changeant aussi en termes de perturbateurs endocriniens.
Alors, les perturbateurs endocriniens sont une illustration triste de ce qu'on appelle la santé unique de l'environnement, où les perturbateurs, au départ, les effets des perturbateurs ont été identifiés dans la faune. C'était le livre de Rachel Carson qui s'appelait le printemps silencieux. Elle évoquait le fait que nous ne pourrions plus entendre les oiseaux chanter si les perturbateurs continuaient à altérer la qualité des coquilles des œufs. Ils ont été observés ensuite chez les humains et entraînent bien sûr une menace pour l'écodiversité. Et je voudrais terminer en rendant hommage au professeur Jean-Pierre Bourguignon, mon mentor, qui a écrit ce livre sur les perturbateurs endocriniens. Il était certainement un précurseur dans ce domaine, en termes d'études, de recherche et en termes d'information du citoyen. Il a terminé ce livre 3 jours avant son décès, il y a 3 ans. Et je vais également remercier les membres de mon équipe, en particulier pour ces travaux, le Dr Lopez, le Dr Franzen et le Dr Pinson. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette lecture très intéressante. Des questions? Patrice? Ouais. Merci pour cet exposé passionnant. C'est vraiment perturbant, si je puis dire, de voir comment des composés influencent le développement cérébral et finalement de génération en génération. Et donc je vais vous poser une question qui est peut-être un peu à côté de ce que vous faites, mais que vous auriez peut-être pu observer. Comme on parle de l'hypothalamus, du système dopaminergique, moi je m'intéresse particulièrement au système hypothalamique dans la régulation de la prise alimentaire. Évidemment, il n'est pas directement en relation avec ce que vous avez vu là. Je me demandais dans quelle mesure les altérations du système dopaminergique hypothalamique, et vous avez parlé du noyau tegmental ventral, les airs, la clipène, voilà, tout ce lien, moi, me parle dans la partie est-ce qu'il y a un changement de prise alimentaire, en d'autres mots, dans ces modèles, et donc de masse grasse éventuellement, qui pourrait contribuer finalement à un passage transgénérationnel d'un phénotype particulier. Vous voyez où je veux en venir dans ma question? Complètement. Et justement, en fait, on est en train, alors c'est des études qui prennent chaque fois 1 an et demi, et on est en train de commencer à caractériser la génération F3, et c'est assez marquant. Les mâles comme les femelles prennent plus de poids à l'âge adulte, et donc on est dans la génération qui n'a pas vu les perturbateurs, on est en génération F3, et exposé à un régime riche en graisse, leur gain de poids est encore majoré. Donc en effet, on en est aux questions suivantes qui sont exactement celles que vous dites. Est-ce qu'ils mangent plus? Ça, on n'a pas encore mesuré. Et quelle est leur composition corporelle? C'est ce qu'on essaye d'établir actuellement, tout à fait. Avec finalement aussi, comme vous le disiez, des phénotypes et un dialogue croisé au niveau de l'hypothalamus entre le contrôle de la reproduction et le contrôle de la balance énergétique. Et on a, avec chaque perturbateur qu'on utilise finalement ou qu'on étudie, un phénotype qui peut évoquer aussi celui du syndrome des ovaires micropolykystiques, en fait. Donc absolument, je pense que les choses se rejoignent de ce côté-là. Oui. Donc, au niveau glycémique, vous avez déjà observé quelque chose? Alors, en termes de glycémie moyenne et d'insulinémie moyenne, on n'a pas d'effet. Au test de tolérance à l'insuline, on a un petit effet qui commence à se marquer. Leur taux de leptine est nettement plus élevé, significativement plus élevé. Donc il y a quand même un profil qui commence à se dessiner. Merci beaucoup. Merci. J'attends avec impatience. Bonjour. Merci pour cette belle exposé. Moi, j'ai aussi une question par rapport plus à... Donc, je comprends, les effets sont évidemment multiples, les perturbateurs sont multiples, les effets sont multiples. Et donc, en gros, on voit tous ces effets au niveau soit de méthylation, soit de transcription, avec diminution, augmentation de l'expression de certains gènes. Mais ma question est plus, via quel récepteur? Enfin, est-ce que ce sont ces molécules, ces perturbateurs, est-ce qu'ils entrent dans le noyau? Est-ce que ça agit via, comme tu disais, via les hormones thyroïdiennes ou via le récepteur aux estrogènes? Est-ce que ce sont d'autres... Enfin, comment est-ce qu'on... Il me manque une étape, en fait. Tout à fait, tu as tout à fait raison. En fait, le lien manquant, finalement, celui qui n'a pas encore été établi, c'est est-ce que ces perturbateurs qui sont connus comme interagissant, enfin, classiquement, on les considère comme des agonistes ou des antagonistes des récepteurs nucléaires ou membranaires aux hormones thyroïdiennes ou aux hormones ou aux stéroïdes sexuels. Mais le lien manquant, c'est le contrôle par ces hormones, en fait, déjà à la base, et puis les perturbateurs de ces mécanismes épigénétiques. Et là, en fait, il manque complètement ce lien, il n'existe pas tout à fait. Tu as raison. Et par exemple, dans les études sur la neurogénèse au tout début, là, sur les PCB, donc tu évoquais beaucoup les hormones thyroïdiennes, mais est-ce que ça veut dire que le phénotype est corrigé
quand on redonne des hormones thyroïdiennes ou quand on module le récepteur, quand on bloque le récepteur d'hormones thyroïdiennes, par exemple? C'est ça. Alors ça, c'est la question, c'est ce qu'on n'avait pas fait au départ, vu la difficulté en fait de supplémenter. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est que les femelles. Alors là, on est par contre à des doses qui correspondent à des doses relativement élevées d'exposition à ces PCB. Qui correspond plutôt en fait aux doses auxquelles sont exposées les populations qui mangent des poissons très gras dans le Grand Nord. Là, on observe donc une hypothyroïdie chez la mère qui persiste au départ chez le fœtus et puis chez le nouveau-né et puis qui se corrige finalement chez le rongeur. Et ce qu'on n'était pas arrivé à en faire encore, c'est de corriger cette période-là finalement sans être toxique non plus. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas eu la possibilité de faire en fait. De façon anecdotique, ce qu'on a fait, c'est de faire courir les adultes, parce que la neurogenèse adulte est également infectée. Et la course à pied est un stimulant de la neurogenèse, chez le rongeur en tout cas, et on arrive à corriger ce phénotype en fait. On peut dire si c'est vrai chez l'homme. Exactement, courez pour votre santé. Est-ce que tout le monde a la même susceptibilité à ces perturbateurs? Alors ça, c'est une question fondamentale et qui, au niveau épidémiologique, est très difficile à démontrer. Très logiquement, on se dirait que non, probablement non, bien sûr. Mais alors, il y a probablement des susceptibilités génétiques déjà, alors des susceptibilités en termes de métabolisation de ces substances. Et donc la période critique, elle s'explique aussi par le fait qu'on le sait chez l'animal, et c'est probablement la même chose chez l'humain, la capacité à métaboliser ces substances est différente en fonction de l'âge. Et puis alors des différences également, probablement en termes d'expression des récepteurs, des phénomènes de méthylation et autres. Mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été mis, conceptuellement on en parle, mais il n'a pas encore été mis en évidence. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Alors, l'Académie en général est interrogée par les politiques pour donner des avis sur les préventions et les recommandations. Alors, c'est sûr que quand on est avec une population où le risque d'avoir des points de QI soit diminué, enfin, c'est terrible pour nos enfants, pas seulement pour nos enfants. Donc la question c'est qu'est-ce qui se passe par rapport aux différentes régions dans un pays comme la Belgique? Est-ce qu'il y a, je dirais, des risques plus importants si on habite la campagne par exemple ou la ville en fonction de l'utilisation massive de différents produits agricoles par exemple? Et que doit-on finalement en tant que spécialiste recommander? Ça c'est une première question, puis j'en aurai encore une petite après. Je pense que c'est une question fondamentale pour les cliniciens que nous sommes, parce que, pour répondre à la première partie de votre question, donc, le programme de surveillance wallon a montré des chiffres assez interpellants. Donc, en fonction de la région où vous vivez et de la saison ou du moment de pulvérisation, par exemple, les taux de pesticides sur les jouets à la crèche sont différents en différents moments de la saison. Et donc finalement, on essaye aussi de faire passer ce message de responsabiliser la femme enceinte, de responsabiliser le patient, Ce n'est peut-être pas, c'est bien sûr une démarche, il faut informer, mais finalement, il faut surtout réguler la production. Et on essaye, au niveau de la Commission européenne, il y a toute une réflexion par rapport à ce qu'on appelle la chimie verte et finalement le testing, surtout avant la mise sur le marché. Puisque ces données, ce qu'elles montrent, c'est que vous avez beau faire des efforts en termes d'exposition, vous n'êtes pas du tout sous le contrôle, vous n'avez pas le contrôle de votre exposition finalement. Donc l'importance de la législation. Surtout quand on voit aussi que les lobbies finissent par continuer à permettre d'utiliser des produits graves parce que la betterave ne pousse pas, etc. Et donc c'est inquiétant. La deuxième question que j'avais, qui est un peu parallèle, mais qui est quand même intéressante peut-être, c'était qu'on se rend compte depuis très longtemps qu'il y a des différences entre les pays méditerranéens pour le moment de la puberté. Par exemple, les pays du Nord, je rappelle qu'on évoquait des aspects de lumière, des aspects... Alors, la question est un petit peu de se poser la question par rapport au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a certainement des effets sur nos systèmes enzymatiques aussi et peut-être sur nos systèmes endocriniens. Et je me demandais s'il y avait des études ou des éléments qui permettaient d'imaginer que ce réchauffement avait par ailleurs un effet sur la puberté. C'est vrai que c'est une question très, très actuelle. Alors cette différence nord-sud est moins marquée que ce à quoi on s'attendrait. En fait, finalement, elle représente quelques mois de différence quand on regarde
en tout cas l'âge de la ménage, mais aussi l'âge de début des seins. Par contre, l'effet de la lumière, c'est vrai, a été démontré ou documenté comme affectant l'âge de la puberté. Et je pense qu'il n'y a pas encore d'études en cours, mais c'est tout à fait quelque chose, une question qu'il faudra se poser. Alors, comme vous dites, au niveau mécanistique, finalement, et puis bien sûr le réchauffement climatique entraînant aussi l'utilisation de certains perturbateurs et pas d'autres, etc. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut distinguer les effets d'une imprégnation chronique par ces perturbateurs, mais avec des doses très minimes, et des effets aigus? Est-ce qu'il y a des études qui ont essayé de comparer les deux ou... On a comparé les deux, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a montré au niveau du laboratoire, par exemple, c'était que l'exposition au bisphénol A, dont je vous ai montré les effets sur la puberté, une exposition alors qu'on pourrait considérer comme chronique, entre guillemets, 15 jours chez le rongeur, entraîne des altérations de l'ovulation. Et en fait, de façon assez dramatique, lorsqu'on reproduit cette exposition à l'âge adulte, de façon aiguë, juste quelques jours, en fait, il y a un arrêt de l'ovulation. Donc là, on est au bisphénol A à dose très faible. Et puis, dès qu'on retire ce perturbateur à courte durée d'action, on a un retour à la normale pour l'ovulation. La difficulté concerne vraiment les perturbateurs persistants, en fait. Et c'est la grande question, notamment pour les perturbateurs qui affectent le développement de l'hippocampe. C'est qu'en fait, ils sont présents tellement longtemps qu'on n'arrive pas à doser ou à mesurer des effets aigus, en fait. Tout à fait. Merci, professeur, pour cette conférence passionnante.